on se retrouve pour une nouvelle VOD de lecture, toujours sur le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Et donc du coup on est sur la deuxième session de live dessus. On est donc toujours dans le chapitre 1, mais on approche quand même, je pense, pas trop du chapitre 2, hein. Je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Et vous avez les petites fougères de Twitch qui peuvent vous dire bonjour, qui vous voient pas du coup. Ouais, le chat il est en train de kiffer sa vie, hein. Le chat il adore. Et bonjour petite panda rousse, bienvenue. Bienvenue à toi, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent, bienvenue. Et du coup qu'est-ce que je disais? Oui, donc petite fougère de YouTube, tu vois les fougères de Twitch. Petite fougère de Twitch, tu ne vois pas les fougères de YouTube. Je suis désolé, tu peux lui dire bonjour, mais elle te verra pas, voilà. Elles te verront pas peut-être, parce qu'elles sont peut-être plusieurs les fougères, quand même, tout de même. Alors du coup pour rappel, ce qu'on a vu dans la première partie hier, donc il y a déjà 2 VOD dessus qui font 4 heures je crois, 4-5 heures de lecture. On a abordé les débuts des thématiques de manipulation étudiées en sciences sociales, donc notamment tout ce qui est on va dire l'engagement, la soumission librement consentie. Donc à partir du moment où en fait on vous fait une demande qui techniquement vous laisse tout à fait le choix de dire oui ou non, mais que socialement c'est pas bien vu de dire non, vous allez en fait vous soumettre librement, puisque du coup vous allez forcément répondre oui, ou en tout cas vous allez avoir une très forte tendance à répondre oui, et donc faire les choses qu'on vous a demandé, ce qui est du coup une obligation, mais sauf que factuellement la phrase qu'on vous a mis en avant était une phrase qui vous permettait de dire non, quand bien même socialement vous ne le pouviez pas. Dans les faits, votre cerveau fait la construction suivante qui est la phrase me permettait, n'était pas une injonction, c'était une question, donc puisque c'était une question et que j'ai dit oui, c'est que je veux faire ça. Alors qu'en fait on se rend compte que d'un point de vue psychologique, en fait c'est un verrou, c'est une manipulation, en fait c'est votre cerveau qui va vous faire croire que oui vous voulez le faire, alors qu'en fait il va juste rationaliser le fait qu'il a bien conscience qu'il ne peut pas dire non, et que du coup c'est une obligation, mais que comme c'est une phrase qui est ouverte, comme c'est une question, il va le dire que en fait finalement c'est toi qui le voulais. Alors que à la base c'est une obligation. Ça va être une soumission librement consentie. On a vu également tout ce qui va être les verrous d'engagement, donc tout ce qui va être ce qu'on appelle le gel de décision, ainsi que l'escalade d'engagement. Donc quand vous prenez une mauvaise décision, quand vous prenez une décision, vous allez avoir tendance à rester sur la même ligne de conduite, même si vous avez les preuves par A plus B que c'était une mauvaise décision. Si c'est vous qui avez pris la première direction, on va dire, vous allez rester dans cette direction, quand bien même tous les éléments, toutes les preuves vous montrent que c'est une connerie et qu'il faudrait repartir sur un autre sens, vous resterez dans cette ligne de conduite. Et donc ça marche grâce à 2 choses, le piège abscon. Donc là c'est un espèce de jeu dans lequel on va dire vous avez en fait un but qui est incertain, mais plus vous passez de temps à engager de l'argent, de l'énergie, des efforts et ainsi de suite, moins vous êtes susceptible de revenir en arrière parce que vous ne voulez pas perdre cet investissement. Quand bien même vous voyez et vous constatez que plus le temps passe, plus vous perdez, et moins c'est intéressant de rester dans cette ligne de conduite. Et la deuxième chose c'était j'ai oublié le nom du deuxième. C'était quoi le deuxième? Le piège abscon et... Ah, j'ai oublié le deuxième. C'était le piège abscon et... Vous imaginez quand même que c'est mes cours, hein. À la base, c'était il y a quelques années de ça derrière, mais... La dépense gâchée, voilà, pardon, la dépense gâchée. Ça me rappelle le concept de jeu à somme nulle et somme non nulle, tout à fait, et ben ça fait partie des choses qui sont étudiées en sciences sociales justement dans ces thématiques-là. On va utiliser effectivement les jeux à somme nulle et les sommes non nulles pour justement étudier ces concepts-là de gel de décision, de piège abscon et ainsi de suite. Ça va, je suis pas trop con. Bah non, mais pourquoi est-ce que tu serais con? De toute façon, moi je vous le dis et je vous le répète, hein, notamment pour toi, petite fougère de YouTube, n'hésitez pas à poser la moindre question, parce que aucune question n'est stupide. Si vous posez une question, c'est que vous manquez d'informations, que vous n'êtes pas certain d'avoir l'information, donc en soi, ça reste du coup un manque d'information. Bref, c'est chercher plus loin, c'est se poser des questions, c'est creuser, et ce n'est jamais stupide.
jamais, au contraire, très très au contraire. Mes lectures à ce sujet datent un petit peu. Olivier Lafay en parle pas mal dans ses livres. Olivier Lafay, Lafay, ça me dit rien ça, je vais regarder. Olivier Lafay, qu'est-ce que c'est? Je connais pas du tout, c'est un truc de musculation, je vois, what? Ah bah je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, et c'est par rapport à de la muscu? D'accord, bon c'est rigolo ça. Alors oui mais pas que, bah d'accord, bah écoute je t'avoue que je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout cette personne, et encore moins du coup ses livres. Bah je regarderai peut-être. Il a un master en philo je crois. Bah je vois qu'effectivement en activité il est marqué écrivain, pédagogue et philosophe. Tap tap tap. Il a juste une licence et une maîtrise. Il a une maîtrise. Il a un master de philo. Je suis à deux doigts de sortir mon cahier pour prendre des notes, je suis subjugué. Bonjour. Et ben bonjour à toi, bienvenue. Bah, en vrai, moi je suis donc psychologue social du travail et des organisations. Donc si vous êtes en études de psychologie, par exemple en psychologie, n'hésitez pas, en licence de psychologie, n'hésitez pas à prendre des notes parce que ça en vrai, c'est les bouquins que j'avais et que j'utilisais à l'époque de mes études, il y a 8 ans de ça. Donc pour le coup, ce que je vais vous lire, ce sont des choses que vous faites normalement en licence de psycho, dans les premières années de psycho. Ça, j'ai dû le faire en première ou deuxième année de licence, quelque chose comme ça. Et comme je disais donc dans le live d'hier, Robert Vincent Joule, donc un des deux co-auteurs, se trouve être un de mes anciens enseignants. C'était mon enseignant sur Aix-en-Provence. Et du coup, bah voilà, c'est quand même rigolo. Donc pour le coup, faut pas hésiter. Mes deux frères font psycho et ils ont ce livre. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est pas étonnant, hein, parce que Robert Vincent Joule, donc moi c'est un enseignant que j'ai eu à Aix-en-Provence quand j'étais en études il y a 8 ans. Mais le truc, c'est que Robert Vincent Joule est quelqu'un qui est connu mondialement dans le domaine de la psychologie sociale. En fait, c'est quelqu'un qui a fait énormément de travaux et d'avancées en psychologie sociale sur tout ce qu'on appelle la communication engageante, tout ce qui est la soumission librement consentie, tout ce qui va concerner le champ, on va dire, de la manipulation, de comment est-ce qu'on peut amener les gens à produire certains comportements et ainsi de suite. Alors, par contre, je le répète et je le répéterai encore et toujours, c'est un psychologue social, c'est-à-dire que lui, il va étudier ça, il va pas les développer. Il va remarquer ce qui marche, ce qui fonctionne dans la psyché humaine, dans la société, pour ensuite expliquer pourquoi ça marche et comment ça marche, pour que notamment nous on puisse essayer de s'en prémunir. Et ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour donner des clés à tout ce qui va être la publicité, les mouvements politiques ou je ne sais quoi, qui vont utiliser évidemment ce genre de mécanisme pour essayer de obtenir des votes, obtenir de l'argent et ainsi de suite. Bien au contraire. Même il faut savoir qu'il a subi et qu'il a continué à subir avec le laboratoire de psychologie, parce que du coup vous avez un laboratoire de recherche de psychologie sociale sur Aix-en-Provence, qui est assez connu, pareil, qui subit énormément de pression de la part de pas mal de lobbies, notamment tout ce qui va être les lobbies industriels, parce que justement, et de la publicité, parce que justement on décrypte dans ce laboratoire comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que le marketing marche, comment est-ce qu'il marche, comment l'empêcher, comment essayer de s'en prémunir un petit peu. Alors on peut essayer seulement de s'en prémunir un petit peu, on y est forcément soumis, hein. On est humain, on a des mécanismes humains qui sont ce qu'ils sont parce qu'on est des êtres humains, et donc on ne peut pas s'en départir. C'est pas parce que vous savez comment marche le marketing que vous êtes non soumis au marketing. Quand vous avez des gens qui vous disent non mais moi la pub ça marche pas, c'est tellement du flan, et justement le fait qu'ils vous disent non mais ça marche pas sur moi, ça montre à quel point ça marche très très bien sur eux, parce que c'est une illusion, hein. Bien sûr que ça marche, ça marche sur tout, parce que c'est des principes neurologiques en fait, donc personne ne peut ne pas y être soumis à moins de ne pas être humain. Voilà, c'est le principe. Donc pour le coup, il subit beaucoup de pression. Donc maintenant, il est à la retraite, hein, monsieur Joule. Il faut le savoir, depuis quelques années, il est à la retraite. Mais le laboratoire continue à prendre des énormes pressions parce que du coup, on explique pourquoi et comment ça marche et comment essayer de s'en prémunir. Et ça plaît pas trop à la publicité. Ça plaît pas trop aux entreprises. étonnamment. Mais bon, bref. Son dernier bouquin parle du lien à l'enfance, notamment avec les siens, avec l'enfant intérieur, etc. Et en quoi notre rapport à l'enfance, notre enfance influence nos relations quotidiennes, notre façon d'aborder la vie, nos comportements. Il faudrait que je me penche dessus. D'accord, ok. Moi je travaille dans la com, effectivement, dans mes études on a étudié ça comme méthode de travail. Bah bien sûr, mais c'est normal.
En fait, c'est un truc qui est très hypocrite depuis des années. C'est que vous avez par exemple le gouvernement. Alors là, en l'occurrence, moi je suis français, donc c'est le gouvernement français qui finance les recherches, notamment en psychologie sociale, qui nous dit bon bah voilà, vous allez faire votre recherche sur tel truc, vous allez déterminer comment marche tel ou tel mécanisme, expliquer pourquoi, comment, enfin bref, faire votre travail de recherche. Et derrière, ils nous disent surtout, vous les publiez pas, vous les mettez pas en avant dans des bouquins, ça reste de la recherche pure, c'est conceptuel, vous en parlez pas trop, quoi. Enfin, voilà. Sur le papier, c'est bien d'avoir fait la recherche, mais enfin, vous le mettez pas trop au grand public. Et à côté de ça, tu sais très bien que les entreprises, depuis des décennies, elles investissent justement dans de la recherche privée sur exactement les mêmes thématiques pour les utiliser dans tout ce qui est publicité. Parce que justement, on sait très bien que ça marche, enfin c'est même tout le principe. Quand tu vois les publicités qu'il y a à la télé, c'est pas pour rien qu'elles sont faites comme elles sont. Même des trucs aussi cons que le Juvamine, Juvabien ou un truc comme ça là, même un truc aussi con que ça, c'est pas sans raison si c'est fait comme ça. Il y a plein de gens qui vont dire ça fait péter un câble, on n'en peut plus et tout. Oui, sauf que statistiquement, tu sais que parce que les gens ont entendu cette pub qui répète Juvamine, Juvabien ou je sais plus très quelle autre connerie, bah s'ils vont en chercher un produit dans cette catégorie là, ils vont prendre ce produit-là parce qu'ils l'ont entendu encore et 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 encore. Et que du coup, neurologiquement, bah, y a un chemin qui s'est fait en fait. Et que quand tu vas chercher un produit dans cette gamme-là, on va dire, bah, tu vas forcément penser à celui-là parce qu'on te l'a répété. Même si la pub t'a fait péter un câble, bah, ça marche en fait. Donc du coup, t'as plein de trucs comme ça où, bien sûr que les entreprises le savent. Enfin, les entreprises, elles sont pas connes. Elles ont investi, mais depuis des décennies. Depuis, mais genre, peut-être 50, 70 ans. Et elles ont investi bien en plus. Hein. Elles n'ont pas investi genre 3 euros. Non, non, ils sont allés franco. Donc les recherches qui sont utilisées en marketing, elles sont tout aussi valides que celles qu'on a en faculté, dans des laboratoires ou quoi, publics. Et pour le coup, on a toujours ce retour de la part des pouvoirs publics de dire non, non, mais c'est pas bien, il faut pas faire la manipulation. Il faut pas le mettre en avant. C'est pas cool. Et toi, t'es là, tu fais, mais vous foutez de la gueule du monde. Les entreprises, elles l'utilisent. Enfin, et même les politiques, même les gouvernements les utilisent aussi, et allègrement. Très, très, très allègrement. Là, si on prend un cas plus récent, on sait très bien comment est-ce que ça marche, par exemple, les représentations sociales. Oui, les pansements ergo, mais il y en a plein. Il y en a plein des pubs qui faisaient ça. Et encore une fois, c'est pas sans raison. Si vous prenez le cas là de ce qu'on appelle la représentation sociale, vous avez ce qu'on appelle des groupes sociaux qui vont se créer, des groupes de pairs. Donc par exemple, moi et les gens que j'estime être de mon groupe, si j'ai une information qui vient de mon groupe, comme j'ai une représentation de ce groupe qui est positive, parce que c'est mon groupe, je vais plus facilement accepter leur information. Et plus facilement considérer que ce sont des personnes valides parce qu'ils appartiennent à mon groupe. A contrario, si je vois quelqu'un qui n'appartient pas à mon groupe social, quel que soit le groupe social, hein, s'entend, parce que vous avez plusieurs groupes et au cours de votre vie vous êtes dans différents groupes et à un moment donné vous êtes dans différents groupes. Si je prends par exemple moi personnellement, là à l'heure actuelle je considère que je suis dans le groupe des rôlistes parce que je fais études du jeu de rôle. Je considère que je suis dans le groupe des gamers, geeks, ce que vous voulez parce que j'adore les jeux vidéo et que je passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Je vais estimer que je suis dans mon groupe d'amis, qui est constitué de mes proches amis. Je vais estimer que je suis dans mon groupe familial, qui est constitué des membres de ma famille, et ainsi de suite. Et donc vous avez plusieurs embranchements qui peuvent être à plus haut niveau. Par exemple, je peux considérer aussi que je suis dans le groupe français, et que du coup, les Français, je vais avoir tendance à plus les valoriser que, je sais pas quel autre groupe, enfin un groupe d'Allemands, un groupe d'Italiens, ce que vous voulez, enfin, peu importe, encore une fois, l'idée c'est de vous montrer que vous appartenez à différents groupes. D'ailleurs, c'est sur ça que vont se baser des mécanismes comme le racisme. C'est que justement, vous allez considérer que votre groupe vaut mieux que les groupes d'autres personnes qui sont dans d'autres milieux. Et du coup, vous allez considérer que puisqu'ils sont moins bons, il y a des raisons logiques qu'ils sont moins bons. Parce que votre cerveau, il peut pas juste dire « Attends, t'as dit qu'ils étaient pas bons, mais comme ça sur rien. » Non, non, on va trouver des raisons. Quand bien même elles sont fausses et que factuellement tu peux démonter ça, le mécanisme qui se met en place, c'est de défendre ton groupe et de le défendre contre les autres groupes. Bref, tout ça pour dire que du coup, un truc qu'aujourd'hui on voit dans la manipulation, c'est que justement en s'appuyant sur ces théories-là, vous avez quelqu'un comme un Macron qui sait très bien que pour mieux passer dans le groupe des jeunes, par exemple, auquel très clairement il n'appartient pas, hein, auquel très clairement il n'est pas dedans, y a un moyen simple, c'est de rentrer un petit peu dedans. Comment rentrer un petit peu dedans ?
tu vas contacter quelqu'un qui est dans les groupes jeunes, genre McFly et Carlito. Tu vas faire une vidéo avec eux. Puis tu vas faire d'autres trucs. De temps en temps sur Twitter, tu vas mettre une petite référence du milieu des jeunes, tu vois. Et en fait, comme ça, tu arrives à rentrer dans la représentation sociale du groupe des jeunes. Et ça marche très bien, parce que quand tu regardes justement les retours sur les vidéos, par exemple de McFly et Carlito, quand tu regardes un petit peu les retours sur les réseaux sociaux, depuis qu'il y a cette démarche-là qui a été mise en place, tu vois de plus en plus de personnes jeunes, et quand même votants, qui vont te dire « Ah, finalement, Macron, il est pas si mal que ça. Ah, quand même, il est cool. Ah, quand même, il est pas si mal. Ah, franchement, ça va, il est plutôt... Il nous comprend, lui, par rapport à d'autres. » Parce que contrairement à lui, si tu vas regarder à côté, par exemple, à Mélenchon, ok, il fait des vidéos YouTube. Très bien. D'ailleurs, il y a de plus en plus de politiques qui font des vidéos YouTube. Très bien. Est-ce que pour autant, il s'adresse aux jeunes? Est-ce qu'il essaie de prendre les codes des jeunes? Pas vraiment. Et aujourd'hui, si tu regardes, le nombre de personnes jeunes, on va dire, qui vont te dire que Mélenchon, non, c'est le vieux ronchon, c'est le vieux Mélenchon, ce genre de conneries. En prenant cet exemple, hein, mais je peux prendre l'exemple avec n'importe quel autre politique. Vous allez chercher je sais pas, un Philippot, une Marine Le Pen et compagnie. Pareil, ils ne s'adressent pas aux jeunes. Ils n'essayent pas de prendre les codes des jeunes. Et du coup, vous voyez que Macron, il arrive à être intégré un petit peu dans cette représentation sociale. Il arrive du coup à avoir un message qui passe plus facilement dans ce groupe-là, parce qu'ils vont considérer que finalement, un petit peu, il est dans le groupe. Et comme il est un petit peu dans le groupe, contrairement aux autres politiques qui ne font pas ces démarches-là, ils vont pas le repousser. Les autres politiques, comme ils sont pas dans leur groupe, ils vont avoir un mécanisme de défense qui va consister à repousser, à dire que non, ils sont moins bons que votre groupe. Mais comme lui, il est un petit peu dans votre groupe, finalement, il est pas si mal que ça. Et vous allez minimiser en fait les effets négatifs, vous allez minimiser les points de vue négatifs. C'est un petit peu aussi ce qu'on appelle, alors dans d'autres mécanismes, mais qui sont assez parallèles, le mécanisme du Black Sheep Effect. Le mécanisme du Black Sheep Effect, donc le mécanisme du petit mouton noir, pour être précis, en français, c'est un même principe. En fait, vous avez votre groupe social, et vous constatez que vous avez quelqu'un dans un groupe dans lequel vous êtes, qui va prendre tous les défauts du monde. Vous allez lui accoler tous les problèmes. Ça va être un bouc émissaire, il va tout prendre dans les dents. Et en fait, si on étudie un petit peu, généralement, on se rend compte que dans ce groupe social-là, en fait, cette personne-là ne correspond pas, ou en tout cas correspond moins aux éléments du groupe que tous les autres. Du coup, comme c'est celui qui est le plus décalé du groupe, c'est lui qui va prendre toute l'attention, parce que généralement les Black Sheep Effect, donc l'effet de mouton noir, se passe quand il y a des tensions, quand il y a des crises. Alors attendez juste un instant. T'es en train d'essayer de bouffer de la laine là? Boule de poil. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Pardon. J'ai un petit chaton mignon qui essaye de manger de la laine. Alors du coup je vais la prendre sur moi pour l'empêcher de manger de la laine. Hein? Coquine. Donc je disais, le Black Sheep Effect, généralement ça se met en place quand il y a des situations de tension. Et quand il y a des situations de tension, en fait, il faut pouvoir évacuer la pression. Et pour évacuer la pression, le plus simple, c'est de trouver un bouc émissaire. Et du coup, à ce moment-là, vous allez trouver quelqu'un qui, en fait, va être exogroupe. Autrement dit, qui n'est pas dans votre groupe social, ou en tout cas, qui n'a pas suffisamment d'éléments pour rester dedans. Et donc, du coup, à ce moment-là, comme c'est un élément extérieur, vous allez mettre tous les problèmes sur lui, pour dire c'est lui, c'est l'externe, c'est le problème de l'extérieur, ce n'est pas notre groupe. Et à contrario, vous allez renforcer votre groupe, vous allez estimer qu'il est d'autant mieux, que votre groupe, justement, il est soudé. Regardez, le méchant, c'est Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques, c'est le méchant dans la... Vous prenez par exemple une classe d'école. Jean-Jacques, c'est le méchant. Regardez tous les autres membres du groupe, et ils sont vachement cool. Non, parce que nous, on s'entraide et tout. Alors que Jean-Jacques, c'est vraiment lui le sale con. Hein, vous avez vu, tout est sa faute. Et c'est ça qui est très très fort et très très, comment dire, vicieux dans ce genre de mécanisme. C'est qu'en plus, une fois que c'est mis en place, ça va s'auto-répondre. Parce que du coup, comme vous avez mis quelqu'un de côté, et que vous me dites que tous les problèmes viennent de lui, et qu'au contraire, tous les autres, vous êtes forcément bon, cette personne va subir énormément de tension, va être ostracisée, ce qui va probablement provoquer notamment de la frustration, de la colère, du ressenti, du mépris, et ainsi de suite. Ce qui va faire que potentiellement, cette personne peut être amenée à faire des erreurs, peut être amenée à vous envoyer chier, peut être amenée à vouloir vous mettre des bâtons dans les roues très très violemment, et donc à augmenter les tensions, et donc à polariser encore plus les relations, et donc à considérer encore plus que c'est un connard, et ainsi de suite. Et au contraire, à renforcer encore vos liens dans votre petit groupe à vous, qui s'auto-valorisent, et qui, puisqu'ils s'auto-valorisent, vont en plus de ça mettre de côté les aspects négatifs. Parce que comme c'est dans votre groupe, et que vous avez tendance à valoriser votre groupe, et à dévaloriser le groupe externe,
vous allez en fait avoir tendance à nier ou minimiser les problèmes des gens de votre groupe. C'est-à-dire que par exemple vous vous rendez compte que Jean Mich Mich qui est dans votre groupe, en fait c'est un peu un gros con parce que il fait des attouchements aux femmes par exemple. Admettons, hein, je prends un exemple à la con mais ça sera pertinent. Et vous allez dire oui non mais en fait c'est de l'humour, c'est pas pareil. Alors qu'à côté, si ça se trouve, je crois que je l'ai appelé Jean-Jacques, Jean-Jacques qui en prend plein la gueule, il a fait une blague une fois qui était nulle sur les femmes, qui était nulle, hein, voilà, il n'y a pas à rattraper, hein. Il a juste fait une fois une blague, pas d'attouchement physique ou quoi que ce soit, juste une blague, et au contraire, lui, vous allez le pourrir en disant ouais, c'est vraiment un gros mascu de merde et compagnie. Ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle le Black Sheep Effect. En fait, vous allez ultra, agrandir les traits négatifs des personnes exogroupe, et au contraire, vous allez minimiser les traits négatifs de l'endogroupe, de votre groupe. Ce qui fait que, en fait, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre groupe qui est bien pire, mais comme il est dans votre groupe, vous allez réduire drastiquement. Et ça, typiquement, vous le constatez dans plein d'éléments. Si vous prenez notre société actuelle, par exemple, parce que je vais rester dans le même genre d'exemple, on est dans un monde patriarcal, très clairement. Comment est-ce que vous voyez justement ça? C'est que c'est un monde qui est dominé, fait pour les hommes, on va dire, et qui est globalement géré par les hommes. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez quelqu'un, en l'occurrence un homme, qui fait une connerie, du genre PBDA, qui fait des attouchements et compagnie, qu'on sait qu'il les a fait, c'est ça le truc, hein, mais qui est relaxé parce qu'on estime que les affaires datent de trop longtemps. Mais on sait qu'il les a fait. On va dire, c'est pas grave, c'était il y a longtemps, c'est bon quoi. On va minimiser, on va dire non mais c'est bon, c'est pas si grave. Par contre, vous avez une féministe il y a 2 siècles qui a fait un truc un peu abusé. C'est une femme, quelle idée. Aujourd'hui, vous continuez à cracher sur toutes les féministes, de manière vénère. Parce que, justement, le groupe qui est en pouvoir, si on prend notre société française par exemple, c'est un groupe plutôt patriarcal, donc d'hommes, et donc leurs pairs, ce sont les hommes, leurs membres de groupe, ce sont les hommes, donc ils vont minimiser les traits négatifs, quand bien même c'est des trucs très récents, très probants là maintenant tout de suite. Par contre, les autres traits, enfin les autres groupes, donc en l'occurrence les groupes féministes qui sont des femmes, donc qui n'appartiennent évidemment pas au groupe patriarcal dominant, et là les traits vous allez les augmenter et vous allez continuer à les mettre en avant quand bien même il s'est peut-être passé 2 siècles et que la personne elle est morte depuis des plombes, hein. Mais vous allez continuer à l'utiliser pour dénigrer, pour dénaturer d'ailleurs les combats actuels ou autres. Coucou c'est Zeroy, tu arrives sur le blabla général. Je vais quand même reprendre un petit peu la lecture parce que du coup tout ça c'était une longue introduction pour la VOD. D'ailleurs, c'est Zeroy, tu peux dire bonjour aux fougères de YouTube, parce que oui, tu es en VOD et on te voit. YouTube te voit. Nous te voyons. Voilà. Et sinon, ça va bien, ça va bien. Alors, on en est arrivé à la sous-partie de l'auto-manipulation à la manipulation. Donc du coup, je répète que jusqu'à présent, on a vachement traité de ce qui est de la auto-manipulation, de la soumission librement consentie. Autrement dit, quand vous-même, vous vous mettez dans une case... qui vous bloque et qui vous force à aller dans un certain type de comportement, mais que c'est vous-même qui vous y êtes mis. Là, on va parler de autre chose, on va aller sur un autre élément. Bon, tape sur les mascus, tout va bien. Mais c'est un peu ma vie, ça, de taper sur les mascus, ou surtout en général. Vous savez que je suis plutôt engagé comme garçon. J'ai tendance à y aller vénère, hein. Alors, escalade d'engagement, dépenses gâchées, piège abscon, relève d'un même processus, assez proche de ce que Lewin appelait un effet de gel. Ce qui ne concerne finalement rien d'autre que d'une forme d'adhérence des personnes à leurs décisions. Là, elles décident d'affecter un fonds exceptionnel de développement à une certaine filiale. Ici, elles décident de dépenser 100 $ pour aller skier dans le Michigan. Ici encore, elles décident de jouer à la roulette. Une fois prises, ces décisions vont orienter le comportement dans le sens d'une persévération qui peut, nous l'avons vu, s'avérer perverse. Oui, c'est pour ça que je dis ça, oui. Bah oui, Brindy, elle fait sa vie, elle balade, elle est là... Ma puce? Mon chaton? On est curieuse? On balade sur le bureau? Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête de vouloir jouer avec tout. Ça suffit. Non. Eh, oh. Et quoi ce comportement de chaton? Hein? Ah là là. Ça tape dans le micro. Ah, ça a fait un sale bruit. Bah oui. Oui. Mais en même temps, le chaton est pas censé jouer avec le micro, hein, je vous avoue. Normalement. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle balade. Je continue donc. Comment expliquer ce phénomène? T'es en train de faire tes griffes sur mon fauteuil, alors même que je suis assis dessus.
Sérieusement? C'est le pire des chatons. Genre tu dis des phrases, un chaton n'est pas censé faire. Quel naïf. Oui. Tu veux bien arrêter? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu cherches à faire? D'accord, au revoir. Ce chaton. Comment expliquer ce phénomène? Malheureusement, nous avons ici à déplorer un certain décalage entre le caractère quelquefois spectaculaire, qualitativement et quantitativement, des effets expérimentaux et la pauvreté des interprétations théoriques qui en sont proposées. Ainsi, nous en tiendrons-nous uniquement à la plus fréquemment avancée. Elle repose sur la notion d'auto-justification, un processus qui est supposé au service du soi, Aronson en 72. Selon cette interprétation, les persévérations, même les plus dysfonctionnelles, s'expliqueraient par le souci ou le besoin qu'aurait l'individu d'affirmer le caractère rationnel de sa première décision. Ainsi, continuer à investir sur une filiale qui se relève être un canard boiteux aurait pour fonction d'attester le bien fondé de la première décision financière. Tout se passe comme si le sujet préférait s'enfoncer plutôt que de reconnaître une erreur initiale d'analyse, de jugement, d'appréciation. Nous avons montré ailleurs, Beauvois et Joule en 81, en 96, voire aussi pour une synthèse Fointia, Girondola, Gosselin en 2013. Girondola, c'est un autre de mes enseignants, d'ailleurs, que j'avais eu à l'époque. Comment l'individu rationalisait ses comportements en adoptant après coup des idées susceptibles de les justifier. On sait d'ailleurs depuis Festinger, j'allais vous dire justement ça va ressembler énormément à la dissonance cognitive, et du coup, typiquement, Festinger, c'est la personne qui a développé le concept de dissonance cognitive. On sait d'ailleurs depuis Festinger en 1957 qu'une personne qui commet un acte en désaccord avec ce qu'elle pense modifie a posteriori ses opinions, afin qu'elle s'accorde mieux avec ce qu'elle a fait, surtout si elle se sent libre d'avoir fait ce qu'elle a fait, voire Beauvois en 2013. Nous nous trouvons avec les phénomènes d'escalade d'engagement, de dépenses gâchées, de pièges abscons, devant une nouvelle forme de rationalisation, devant laquelle l'individu justifie une décision antérieure par de nouvelles décisions, un acte antérieur par de nouveaux actes. L'un d'entre nous, Joule, 96, a appelé rationalisation en acte cette forme particulière de rationalisation. Ainsi, par exemple, en choisissant d'aller skier dans le Michigan, alors que le week-end dans le Wisconsin s'annonçait plus prometteur, les sujets de Harks et de Blummer rationalisaient par ce nouveau comportement le choix antérieur d'un week-end extrêmement onéreux. Donc là, en fait, c'est tout simplement, il vous fait un petit récap pour vous dire, bon, concrètement, on vous a parlé de comment ça marchait, maintenant on va en parler un petit peu plus d'un point de vue théorique, à quoi ça se rapporte, à quelles notions ça se rapporte, et comment, en fait, d'un point de vue psychologique, le mécanisme se met en place à plus haut niveau. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi est-ce que ce mécanisme-là s'est mis en place? Pourquoi est-ce que l'individu a réagi de telle ou telle manière? Et donc là, typiquement, il va vous parler notamment de Festinger. Donc Festinger, c'est ce que je vous avais dit hier, c'est la dissonance cognitive. Donc c'est la théorie selon laquelle, en fait, quand vous allez avoir des actes et des paroles qui ne sont pas en raccord, donc quand vous dites « je pense bleu » mais vous faites l'acte rouge, par exemple, vous allez avoir une souffrance, on va dire, psychologique qui va se mettre en place. Vous allez avoir une dissonance cognitive. Votre corps et votre esprit vont dire « non, non, ça va pas, il y a un truc là qui n'est pas raccord ». Et ça, il faut absolument le réduire. Donc il y a une réduction de l'inconfort psychologique qui se met en place et qui va se dérouler de deux manières possibles. Soit vous conformez vos idées à vos actes. Donc vous avez pensé bleu, vous avez réagi rouge, et bien vous allez penser rouge pour continuer à réagir rouge. C'est un des deux moyens. Et la deuxième possibilité, c'est au contraire, vous allez conformer vos actes. Et donc là, vous avez pensé bleu, vous pensez et vous faites rouge, et bien vous pensez bleu et vous faites bleu. Dans les deux cas, il faut réduire absolument l'inconfort psychologique. Si vous restez en dissonance cognitive, ça ne peut entraîner que des problèmes. Et ça, encore une fois, c'est un mécanisme qui est naturel et qui se met en place chez tout le monde. Hein. C'est basiquement quelque chose qui se met en place pour tout et n'importe quoi, chez toute personne. Ça arrive. Encore une fois, c'est comme ça. Ce sont des mécanismes que vous utilisez sans même forcément vous en rendre compte, au jour le jour, qui arrivent dans votre vie. Parce que en fonction du contexte, vous allez être amené à réagir de telle ou telle manière qui n'est pas forcément la manière dont vous aurez réagi plus tôt. Et donc du coup, comme le contexte a fait que vous avez réagi différemment, et ça vous arrive du coup de devoir recadrer soit vos idées, soit parce que vraiment vos idées sont plus fortement ancrées, faire changer du coup vos actes pour les conformer de nouveau à vos idées. En l'occurrence, là il nous dit que si notamment on a eu le sentiment d'avoir fait librement une action qui n'était pas habituelle, on aura plutôt tendance à du coup conformer nos idées à nos actions que l'inverse.
Parce que du coup, comme on a fait cette action, et qu'a priori on l'a fait libre, quand bien même, comme je vous l'ai dit hier, il y avait un verrou qui fait que, d'un point de vue, on va dire social, vous ne pouvez pas dire non, et donc vous étiez obligé de faire cette action au final, quand bien même factuellement la question était ouverte, si vous avez quand même ce poids social qui fait que vous allez dans cette direction-là forcément, comme vous avez cette ouverture qui était possible en soi, votre cerveau va considérer que vous l'avez fait de vous-même, et donc puisque vous l'avez fait de vous-même, c'est qu'au final vous y croyez. Et donc du coup il va plutôt conformer vos idées à vos actes que l'inverse. Dans toutes les situations qui viennent d'être évoquées, l'individu est d'une façon ou d'une autre piégé dans une décision initiale. Il existe toutefois une différence importante entre la situation dans laquelle se trouvait Madame O au restaurant et les situations dans lesquelles se trouvait la même Madame O au cinéma ou à l'arrêt de bus. Le promoteur de la décision initiale n'était pas le même. Dans les situations d'escalade d'engagement, de dépenses gâchées, de pièges abscons, l'individu piégé peut être tenu par le promoteur de la décision première. C'est Madame O qui a décidé d'aller au cinéma. C'est encore elle qui a décidé de prendre le bus pour regagner ses pénates. D'ailleurs, les effets dysfonctionnels de ces décisions ne profitent à personne. Ils n'ont pour conséquence que d'empoisonner l'existence de cette pauvre Madame O, qui s'est en quelque sorte piégée elle-même. Une situation de requête, comme celle dans laquelle elle se trouvait au restaurant, lorsqu'elle fut amenée à surveiller la valise de l'étrangère, est très différente. Madame O n'est pas à l'origine de la décision initiale, celle de surveiller la valise. Son promoteur était quelqu'un d'autre, l'étrangère. Sa décision lui a été purement et simplement extorquée. Nous sommes donc ici au point de départ de ce qu'il faut bien appeler une manipulation, puisque sans l'intervention de l'étrangère, Madame O ne serait pas davantage qu'à la plage fait un devoir de surveiller les affaires d'autrui en son absence. Imaginons en effet qu'un sinistre individu vous soutire une décision, a priori anodine, sans conséquence, à la seule fin de mettre les effets de persévération de cette décision au service de ses propres intérêts. Il s'agit bien là d'une manipulation, et même d'une manipulation assez sophistiquée, puisqu'elle implique de manipuler que le manipulateur réalise un détour. Ce détour consiste à obtenir avant toute chose une première décision qui ne présente aucun autre intérêt pour lui que d'en préparer d'autres, qu'il attend et sur lesquels il compte. Aussi, cette manipulation ne peut être que délibérée. Le langage courant permet de parler de manipulation à propos de stratégies persuasives, tenter de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément, que l'on utilise d'ailleurs parfois en toute bonne foi. Rien de tel avec les manipulations dont il est question dans ce petit traité. Celle-ci ne repose pas sur l'activité argumentative, présuppose au contraire le recours à une technologie comportementale dont la manipulée n'a pas conscience, ce recours ne pouvant être que délibéré. Si donc le manipulateur a une conscience claire du sens de ses agissements, le manipulé aura, lui, en revanche, moins de chances de déjouer la manœuvre dont il est l'objet. Nous sommes en effet tellement convaincus, souvent d'ailleurs à tort, Beauvois en 84, Dubois en 94, Joule et Beauvois en 87, que nos actes dépendent de nos intentions, et a fortiori de nos opinions, que nous sommes très sensibles aux tentatives manipulatrices portant directement sur nos intentions, sur nos opinions. Nous savons au demeurant nous défendre contre elles, ne serait-ce qu'en feignant de ne rien comprendre du tout, lorsque nous ne sommes pas capables de contre-argumenter, lorsque nous ne souhaitons pas nous abaisser à le faire. Dans le même temps, nous négligeons trop facilement ces petits comportements qu'on a su obtenir de nous et auxquels nous n'attribuons aucune vertu déterminante, tant ils nous paraissent insignifiants et sans conséquence. Pourtant, ils sont le socle sur lequel reposent les principales procédures de manipulation. Alors là, en gros, ce qui commence à vous expliquer, c'est en gros, vous avez la manipulation où c'est vous-même qui vous enchaînez à faire certaines choses. Ça arrive. Désolé, j'ai un bout de peau qui me dérange. Ah. À force de passer les pages, j'ai un petit morceau de peau qui s'enlève et c'est chiant. Et ensuite, vous avez les manipulations qui sont dues à d'autres personnes, par certains mécanismes plus ou moins construits, qui vont vous pousser en fait à produire un comportement que de vous-même, vous n'auriez pas abordé, vous n'auriez pas fait. C'est-à-dire que dans le premier cas, vu que c'est une manipulation que vous faites vous-même à l'encontre de vous-même, les actions que vous faites, elles sont logiques, et dans tous les cas, vous seriez amené à les faire, puisque c'est vous-même qui vous êtes mis dans ce traquenard, on va dire. Là où la manipulation faite par quelqu'un d'autre peut vous amener à faire des comportements que vous n'auriez pas naturellement produits, vous n'auriez pas fait. Et donc il vous explique que ça par contre ce sont des manipulations qui sont du coup forcément délibérées, encore qu'il fait la distinction avec justement tout ce qui va être le débat, l'effet d'essayer de convaincre les gens à adopter un nouveau point de vue,
en fonction d'éléments avancés par des arguments, par de la réflexion. Ça, il dit, c'est pas de la manipulation, c'est juste de l'argument, c'est de l'échange, c'est de la construction d'idées et ainsi de suite. Ça, c'est autre chose. Là, on parle bien de faire un comportement qu'on fait dans le sens de nous, on veut obtenir quelque chose de la personne qu'on manipule. Et que du coup, le comportement qui est produit, il est à notre bénéfice. Par exemple, le cas de l'étrangère qui a demandé au restaurant « S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien surveiller ma valise ?» Naturellement, la personne ne l'aurait pas forcément fait de surveiller la valise, mais le fait de l'avoir demandé dans un cadre social fait qu'on ne peut pas répondre non. Donc on répond forcément « Oui, oui, je vais surveiller votre valise ». Ce qui fait que du coup ça protège et ça nous avantage, nous qui lui avons demandé ça, puisque nos affaires sont surveillées alors même qu'on n'est pas à côté. Donc là, c'est un acte qu'on peut qualifier de manipulation et qui est donc de la manipulation délibérée. On sait très bien, en posant cette question, dans ce cadre-là, qu'on va obtenir la réponse oui de la part de la personne et qu'elle n'a pas d'autre choix de dire oui, alors même que c'est une question que techniquement elle pourrait dire non. Le poids social fait qu'elle ne peut pas dire non, ou en tout cas très difficilement. Et derrière, on sait que nous on a un avantage qui est que nos affaires sont surveillées alors qu'on est parti faire je ne sais quoi à côté. Et donc, c'est seulement à notre avantage, c'est pas l'avantage de la personne. La personne n'a aucun avantage à garder votre valise. Enfin, c'est pas la sienne, vous êtes littéralement personne pour elle, vous êtes une personne étrangère à ses cercles et compagnie. Enfin, vraiment, vous n'êtes ni de près ni de loin quelqu'un de proche d'elle et ses affaires ne vont rien lui apporter. Enfin, vos affaires ne vont rien lui apporter si elles sont toujours là quand vous revenez. Donc, c'est quelque chose qui n'est que à votre avantage. Et donc là, vous voyez qu'il y a une manipulation qu'on va dire délibérée dans le sens où c'est pas pour rien qu'on a posé cette question à la personne pour lui demander de surveiller les affaires. C'est parce qu'on sait qu'on va l'enchaîner à sa promesse et que du coup, elle va protéger nos affaires, ce qui est à notre avantage, à nous, et purement et uniquement à nous. Derrière, il parle également du fait que par contre, comme justement nous avons nous en tant qu'être humain un mécanisme qui nous fait croire, souvent à tort, que on contrôle nos actes comme on veut, vous savez le fameux si on veut on peut, tout ça, hein, c'est un peu ce genre d'idée là, qui est en fait issu d'un mécanisme qui est naturel à l'être humain, qui est de croire que on a du contrôle sur les contextes qui nous entourent, qu'on a du contrôle sur notre courbe d'action et compagnie, et notamment en fonction de nos opinions. Parce que je crois ça, je peux faire ça, alors qu'en fait c'est faux. Ça ne marche pas. C'est une très belle croyance, mais non, malheureusement c'est pas valide. C'est pas parce que vous croyez très très fort que vous allez gagner au loto que vous gagnez au loto. Hein. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais toujours est-il que du coup, à contrario, là où on est très peu alerte, on va dire, aux manipulations sur nos actions, les manipulations sur nos pensées, sur nos opinions, par contre, on y est beaucoup plus alerte. Parce que justement, le mécanisme qu'on a naturel, qui est de croire qu'on contrôle nos actions en fonction de nos opinions, fait qu'on a un focus particulier, qu'on a une attention particulière sur nos opinions, sur nos idées, et que quand on a quelqu'un qui va essayer de toucher à nos idées, à nos opinions, on y est particulièrement sensible, et on va faire particulièrement attention. En tout cas, beaucoup plus que sur nos actions. Parce qu'on a cette fausse croyance que nos actions, on les contrôle. Alors même que, vous l'avez vu notamment avec le live d'hier, non, en l'occurrence non, nos actions malheureusement on ne les contrôle pas tant que ça. Soyons bien clairs, la plupart des manipulations qui seront décrites dans cet ouvrage reposent sur des stratégies que l'on peut qualifier de comportementales. Dans la mesure où l'obtention au temps T2 du comportement attendu passe par l'obtention en temps T1 du comportement préparatoire, et donc par la réalisation d'un premier acte. C'est lui qui dans certaines conditions, en référence chapitre 3, enclenche un déterminisme psychologique conduisant au comportement recherché par le manipulateur, déterminisme dont la manipulée n'a pas la moindre conscience. Souvenons-nous, pour obtenir 50 centimes d'un promeneur, le comportement qui est attendu, au temps 2, mieux vaut commencer par demander l'heure, le comportement préparatoire, au temps 1. Il va sans dire que celui qui use d'un tel stratagème pour arriver à ses fins n'a pas besoin de savoir l'heure. Peut-être même pour la crédibilité du scénario a-t-il auparavant pris le soin d'ôter la montre qu'il portait à son poignet. Il ne s'enquiert de l'heure que pour obtenir du promeneur qui lui rende un premier service, le prédisposant à lui, en accordant aussitôt un prêt second, en fait le seul dont il a besoin. Quant au promeneur, convenant qu'il aura moins conscience d'avoir été forcé dans sa décision de nous dépanner, que cela n'aurait été le cas si nous l'avions pourchassé jusqu'au bout du boulevard Georges Brassens pour tenter de le convaincre. En outre, rien ne prouve qu'une telle insistance eût été payante. Donc là, simplement, il redit un peu ce que je vous ai déjà dit, mais à plat ça. Et on va donc passer sur le chapitre 2, l'amorçage. Donc là, en gros, il vous disait,
Justement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les techniques de manipulation par autrui, donc quand c'est quelqu'un d'autre qui va vous manipuler, qui va vous pousser à produire un comportement, c'est forcément délibéré. Et à ce moment-là, on parle du coup du fait qu'il y a deux actes en deux temps. Un, vous amorcez l'action. Deux, vous avez ce que vous voulez. Et donc là, tout simplement, le chapitre 2, ça va être centré sur l'amorçage. Donc justement, ce temps préparatoire. Qu'est-ce qu'on va faire à la base? Qu'est-ce qui va préparer la personne à donner ce que nous, on veut qu'elle nous donne? Tout simplement. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à quelques effets illustrant les possibles pièges de l'activité de décision. Ces effets peuvent, nous l'avons vu, conduire un individu à réaliser des actes dysfonctionnels, inadaptés, susceptibles de lui rendre la vie impossible. Pourtant, nul n'est intervenu pour le pousser dans le piège dans lequel il est tombé. Aussi apparaît de manipulation les phénomènes d'escalade d'engagement, de dépenses gâchées, de pièges abscons, procéderait-il plutôt d'une sorte d'auto-manipulation. On peut toutefois concevoir d'autres variétés de pièges, liés à l'activité de décision, qui requièrent cette fois l'intervention d'autrui, comme élément déclencheur. Ces nouveaux pièges relèvent donc, à proprement parler, de la manipulation d'un individu par un autre, et non plus de la manipulation de l'individu par lui-même. C'est encore sur les effets de persévération de l'activité de décision, l'effet de gel, cher à Lewin, que le manipulateur va pouvoir tabler pour arriver à ses fins. Et bonjour à toi, GM, bienvenue. Wesh, écoute le 7, OP les 4, s'il te plaît. Je ne comprends pas du tout ce que tu me dis. Mais bonjour, bienvenue. Mais je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais bienvenue. J'en étais ici. Que l'activité de décision puisse s'apparenter à un piège a de quoi choquer. Les conceptions de l'homme occidental, qui flotte au firmament de nos sociétés modernes, ne font-elles pas de l'exercice suprême du libre arbitre une activité humaine des plus nobles? À titre d'exemple, Jacques Ardoineau, qui a tant marqué la psychologie et toute une tradition de consultants, considérait la fonction de la décision comme la fonction essentielle de l'activité de direction. Aussi, il écrivait en 70 ce qui ne peut que réjouir encore aujourd'hui de nombreux dirigeants. Il est une séquence de direction dans laquelle culmine un instant privilégié, le temps de la décision. À un tel moment, le commandement se présente dans toute son acuité et on ne peut en saisir les multiples aspects comme ramasser, rassembler, souligner. Page 89. Alors non, par contre selon le ton que tu vas employer, tu vas vite prendre un ban. Il est en effet bien difficile de voir dans l'activité de décision en tant que telle une source potentielle d'ennui. Si ennui il y a, on en cherchera plus volontiers les causes dans l'incapacité à prendre des décisions rationnelles, ou celle-ci étant prise dans l'inaptitude à s'y tenir. Les positions défendues dans ce petit traité rompent avec cette façon très managériale de considérer l'activité de décision. Elles s'en démarquent d'abord en désacralisant cette activité, l'activité de décision n'étant pas l'apanage d'êtres d'exception, mais l'affaire de monsieur tout le monde. Elle s'en démarque ensuite en remettant en question l'idée selon laquelle l'homme se grandit en restant sur les décisions qu'il a pu prendre. Il y a en effet, quelquefois et même assez souvent, plus à perdre à gagner à s'accrocher à une décision. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, il continue à mettre un petit peu en avant l'historique. Historiquement, on avait un petit peu, et c'est notamment au niveau des écoles de managériales, les écoles de commerce, tout ça, qu'il a déjà taclé d'ailleurs hier, mais qu'on va continuer à tacler aujourd'hui. Il met en avant le fait que justement, vous allez avoir cette croyance que, par exemple, pour prendre une décision, vous le faites sans être manipulé par qui que ce soit. C'est quelque chose de incroyable, de puissant, tout ce que vous voulez. Et puis, si vous êtes un décideur, si vous êtes quelqu'un qui prend des décisions, par exemple en étant à la direction, ce genre de choses, vous prenez forcément des décisions éclairées, c'est forcément les trucs les plus intelligents, les plus adéquats, patati patata. Et en gros, c'est un peu aussi cette croyance que si vous êtes patron, si vous êtes à la direction, si vous êtes manager, vous y êtes parce que vous le méritez, point, envers et contre tout, parce que vous avez les talents, vous avez les compétences pour, et tous les autres qui sont de simples employés ne sont employés que parce que en fait ils méritent pas de prendre des décisions, parce que ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils, ils sont pas faits pour, patati patata. Toujours le même genre de conneries. Comme il l'a montré d'ailleurs hier, quand on prend une école de management et qu'on leur met un problème de décision où ils sont forcés de prendre une mauvaise décision, en fait, parce que peu importe la décision qu'ils prennent, forcément ça aura été la mauvaise et ils devront remettre en question ça, on se rend compte qu'ils ne remettent pas en question leur décision et ils s'enfoncent, c'était ce qui avait été montré pour illustrer le gel de décision, ils s'enfoncent dans un enchaînement de mauvaises décisions
parce qu'ils ont pris une première décision et qu'ils restent collés dans cette décision, qu'ils restent dans cette voie d'action. Alors même que toutes les preuves montrent que non, ça ne marche pas, non, c'est pas efficace, ils vont rester dedans. Et donc justement, ce qu'ils veulent montrer dans le petit traité de manipulation, c'est que la décision, c'est pas quelque chose de magnifique, de sacré et qu'on ne doit pas la remettre en question ou quoi. Au contraire, tout le monde fait des décisions, tout le monde va choisir tout au long de sa vie et plein de fois par jour, plein de fois par heure potentiellement, vont prendre des décisions sur tout un tas de sujets et que c'est rien en fait, c'est quelque chose qui est commun, qui est basique à tout le monde, que tu sois tout en haut de la chaîne de décision ou tout en bas, peu importe en fait, tu n'es qu'un individu qui prend des décisions comme n'importe quel autre individu. Et que du coup, en l'occurrence, vous avez des auteurs qui ont mis ça un petit peu sur un piédestal sacré, cette prise de décision, alors que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que bien sûr qu'on peut manipuler ta décision. C'est pas parce que tu as pris une décision et que tu crois l'avoir pris en toute bonne foi que tu as vraiment pris la décision. Potentiellement, on t'a conduit à prendre cette décision. Potentiellement, elle est mauvaise ta décision. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et du coup, il ne faut pas absolument rester fixé sur la décision que vous avez pu prendre à un temps 1. Au contraire, il faut être capable et avoir conscience qu'il faut la remettre potentiellement en question, qu'il faut l'analyser et qu'il ne faut pas considérer que puisqu'elle a été prise, point, elle a été prise, c'est magnifique et on ne la remet plus en question, plus jamais, elle était parfaite. Loin de là, très loin de là. Il faut se rendre à l'évidence, de nombreuses décisions prises par une personne donnée dans une situation donnée auraient tout aussi bien pu être prises par n'importe qui d'autre dans la même situation. L'activité de décision, en effet, repose fréquemment sur l'application de routines, de règles généralement partagées, et évidemment dictées par la situation objective dans laquelle on se trouve. C'est vrai notamment dans la vie professionnelle où les marges de manœuvre sont en définitive plutôt étroites. Certes, en cherchant bien, on doit pouvoir trouver dans une vie quelques-uns de ces instants privilégiés dont parle Ardoineau, où le sentiment de liberté nous enivre et nous coupe le souffle. Mais ces moments sont rares, même dans la vie exaltante de nos dirigeants. Ils ne sauraient constituer la trame de l'existence quotidienne. Aussi avons-nous préféré nous limiter dans cet ouvrage à cette activité de décision ô combien plus terre-à-terre, qui nous conduit, au fil des jours, des années, à accepter de garder le canari de la voisine parti skier durant le week-end, à offrir un verre aux techniciens venus rétablir la connexion internet, à céder notre place dans le bus à quelqu'un avant même qu'il nous l'ait demandé. Dans ces 3 exemples, les choses auraient pu tourner autrement, refuser de prendre un canari en pension, ne pas offrir un verre, conserver sa place. Il s'agit donc bien là de décisions. Qu'il s'agisse de vraies ou de pseudo-décisions importe peu. Vraies ou pseudo, une fois prises, nos décisions ont des effets de persévération qui peuvent s'avérer calamiteux. En somme, l'ère du temps vous invite à voir la décision comme une de ces activités humaines les plus hautes, celle des chefs, des dirigeants, de l'élite. Les petits gens étant, quant à eux, incapables de décider ou d'en s'en tenir aux décisions qu'ils ont pu prendre. Ce petit traité prend en compte une toute autre réalité. L'activité de décision est la matière même de la quotidienneté de l'existence. Et malheureusement pour nous, nous avons trop tendance à rester sur les décisions que nous avons pu prendre. Une nouvelle tranche de la vie de Madame O est là pour nous en convaincre. En tout cas, j'espère que vous appréciez la lecture toujours. Hier, vous avez l'air de bien aimer, donc on va faire tout le livre, mais j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, évidemment, je le répète, pareil pour toi, petite fougère de YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un truc que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à demander des éclaircissements, à avoir un focus sur tel ou tel point s'il vous paraît obscur ou pas assez clair. N'hésitez pas à parler de choses qui sont, on va dire, annexes, qui sont dans le même genre et que vous avez envie de parler. C'est tout à fait pertinent, on est sur une chaîne de débat, d'échange, donc n'hésitez pas, bien au contraire. N'hésitez pas à participer, ça me fera plaisir. On arrive dans une sous-partie qui s'appelle une bonne affaire. Aujourd'hui, après sa leçon de piano, Madame O a décidé de ne pas rentrer directement chez elle. Elle souhaite terminer sa journée par un petit détour, qui n'engage en rien dans une grande surface de meubles. Pourquoi pas les galeries Cordès? Après tout, la circulation est fluide. Elles ne sont qu'à 10 minutes à peine du centre-ville. Il faut dire que la veille, elle est parvenue à convaincre Henri, son mari, de la nécessité de changer leur salon, qui date quand même de Mathusalem. La raclette, c'est bon en débat? Alors c'est bon tout court. En débat, pas forcément, parce que du coup tu la manges pas. Du coup c'est triste, c'est un peu nul. Henri a accepté à contre-cœur, ne lui accordant qu'un maigre budget. 7000 dolmas. C'est peu, mais Madame O sait faire une bonne affaire, quitte à attendre le temps qu'il faut. En l'occurrence, il ne lui sera sans doute pas nécessaire d'attendre longtemps. L'un des salons exposés ne coûte que 6500 dolmas et lui convient parfaitement. Chocolat, il se mariera à la perfection avec le beige de ses murs et le canapé lit rendra les plus grands services lorsqu'elle recevra des amis. Oui, c'est bon,
Fin du débat. Voilà, c'est ça. Elle l'achèterait bien sur le champ. Henri aime le chocolat, mais se refuse à agir dans la précipitation, afin d'avoir toutes les cartes en main. Elle tient à s'assurer de la qualité du tissu et de la robustesse de la structure. Justement, un vendeur n'est pas loin. Bonjour madame, puis-je vous renseigner? Après l'avoir rassuré sur ces 2 points, le vendeur l'invite à le suivre, sait-on jamais, afin de lui permettre de jeter un rapide coup d'œil sur leur promotion du mois. Un somptueux salon vachette rose au prix exceptionnel de 6 999 dolmas. En outre, souligne-t-il, l'acquéreur d'un tel salon se verra offrir une superbe lampe sur piédestal gréco-romain d'une valeur approximative de 800 dolmas. Mais il faut faire vite. Durée de l'offre, 48 heures. Madame O ne peut refuser de suivre le vendeur. Il est vrai que la lampe a belle allure. Elle la verrait bien entre la télévision et le yucca du séjour, répandant sa douce lumière sur les étagères à cajou de la bibliothèque. Quant au salon, dommage qu'il soit rose. Vous l'auriez peut-être dans une autre teinte, s'enquiert-elle. Désolé madame, mais les salons en promotion sont tous roses. Tôt ou tard, pense-t-elle, il me faudra bien acheter une lampe pour le séjour. L'éclairage indirect est quand même plus intime. Puis un salon en vachette, en ce prix-là, je ne vois pas comment Henri pourrait trouver quelque chose à redire. Je regrette seulement qu'il soit rose. Le problème de la couleur serait insurmontable si le vendeur ne réussissait pas à faire valoir à Madame O que le rose est une couleur neutre, qui ne jure avec rien, qu'une conjugaison rose et beige est d'un raffinement extrême. Après tout, se dit-elle en sortant son chéquier, je reste dans les limites fixées par Henri. Le vendeur, sollicité à cet instant par une nouvelle cliente, lui suggère alors de régler les dernières formalités avec le chef de rayon. C'est donc ce dernier, un homme mûr, impeccablement cravaté, qui après avoir établi le contrat de garantie, remplit le bon de livraison. Je pourrais déjà emporter la lampe, suggère Madame O. La lampe? Je crains, madame, qu'il n'y ait un petit malentendu. Nous avons effectivement offert une lampe aux 10 premiers acheteurs de ce salon, mais c'est terminé. Soyez sans regret, vous êtes au moins la 15e. Si cette lampe vous plaît, il doit nous en rester en rayon, au prix promotionnel de 750 dolmas. Madame O hésite qu'une seconde. 750 dolmas? Tra. Henri serait fou furieux, se raisonne-t-elle en signant un chèque de 6 999 dolmas. Triste. Très triste. Tu viens d'acheter un salon rose, moche, et t'as même pas ta lampe. Voilà. La tristitude, hein. Il faut savoir revenir sur une décision. La mésaventure de Madame O n'a rien d'extraordinaire. Si Madame O persiste et signe, c'est tout simplement parce qu'elle a été victime d'une technique de vente qui trouve précisément son efficacité dans les effets de persévération de l'activité de décision. Si l'on en croit à Carlson en 73, cette technique, connue dans les pays anglo-saxons sous le nom du low ball, serait utilisée aux États-Unis. Et aux États-Unis seulement? Point d'interrogation. Dans la vente de voitures seulement? Point d'interrogation. À chaque fois, c'est ce qui est marqué dans le bouquin. Hein. Vraiment, il y a entre parenthèses aux États-Unis seulement point d'interrogation et entre parenthèses des voitures seulement point d'interrogation. Hein. Sous-entendu, voilà. Hein. Elle consiste à amener un client potentiel à prendre une décision d'achat, soit en lui cachant certains de ses inconvénients, soit en faisant au contraire miroiter des avantages fictifs. La décision prise, le consommateur aura tendance à ne pas la remettre en question, même lorsqu'il connaîtra le coût effectif. C'est donc par le biais d'une technique de vente utilisée par les vendeurs des galeries Cordes que Madame O fut incitée à prendre la décision d'acheter un salon rose, décision qu'elle n'aurait jamais prise par elle-même. Et cette incitation repose sur une forme d'information erronée. Acquérir en prime une splendide lampe sur un piédestal gréco-romain. Lorsque le chef de rayon dissipe le malentendu, la décision initialement prise persévère. Madame O commande malgré tout le salon rose à 6 999 dolmas. Alors que dans le fond, elle eût de loin préféré acheter le salon chocolat à 6 500 dolmas. Le comble en cette occasion, la morale se trouve en apparence au moins respectée. Au moment où elle prend sa décision définitive, Madame O sait que le salon qu'elle commande est rose et pas chocolat, qu'il coûte 6 999 dolmas et pas 6 500 dolmas. Elle sait aussi que la lampe qui lui plaît tant ne lui sera pas offerte. Quant au chef de rayon, il n'accepte le chèque qu'après avoir donné à Madame O toutes les informations dont elle a besoin pour prendre sa décision, en toute connaissance de cause, et évidemment, en toute liberté. Robert Cialdini et ses collaborateurs en 78
Des chercheurs américains ont eu le mérite de se demander si une telle technique de vente correspondait bien à un mode efficace d'action sur autrui. Ici, les sujets sont des étudiants suivant un cours d'introduction à la psychologie. Pour comprendre le déroulement de l'expérience rapportée par Cialdini, il faut savoir qu'aux États-Unis, les étudiants sont généralement tenus de participer, en tant que sujet, aux expériences réalisées dans les universités. En France aussi, sachez qu'en France aussi, on est très fortement conseillé d'aller participer aux études parce qu'on sait qu'on a besoin de participants et que c'est compliqué d'avoir suffisamment de participants. Donc très souvent, les profs vont vous dire non mais allez faire des... On a des étudiants en doctorat, on a des étudiants en master qui ont besoin de sujets, n'hésitez pas à y aller. On fait ça surtout sur les élèves en licence, surtout en licence 1, parce que 1 ils sont vachement plus nombreux en licence 1, et parce qu'ils sont pas encore trop au courant de certains mécanismes. Mais encore une fois, de toute façon, même quand tu es au courant des mécanismes, ça n'empêche pas d'y être soumis. Mais c'est vrai que du coup, t'envoies les élèves se faire tester, c'est bien. C'est bien. Chaque expérience à laquelle ils participent correspond à un crédit d'heure, 1, 2, quelquefois 3 heures. Étant entendu qu'ils doivent avoir totalisé un nombre d'heures données pour s'être acquittés de leurs obligations. C'est exactement la même chose en France. C'est donc dans le cadre d'un tel dispositif que les étudiants étaient invités à faire un choix entre 2 tests. L'un de ces tests, le test A, était objectivement moins intéressant que les autres. Aussi disait-on aux étudiants qu'il leur permettrait d'obtenir un crédit de 2 heures. L'autre, le test B, nettement plus intéressant, ne leur permettant d'obtenir qu'un crédit d'1 heure. Certains étaient amenés à choisir en toute liberté le test qu'ils souhaitaient réaliser, condition de libre décision. D'autres au contraire étaient fortement induits par l'expérimentateur à choisir le test A, c'est-à-dire le test le moins intéressant, mais correspondant à un crédit de 2 heures, condition de décision forcée. Leur décision prise, les étudiants apprenaient que l'information selon laquelle l'un des 2 tests valait 2 fois plus de crédit que l'autre était erronée. Les 2 tests ne donnaient droit, en vérité, l'un comme l'autre, qu'à une seule heure de crédit. On leur demandait alors d'effectuer un choix définitif. À ce moment-là, les étudiants de la condition libre, décision, se trouvent donc dans la même situation que Madame Mo, lorsqu'elle s'apprêtait à établir son chèque aux Galeries Cordès. Ils ont pris une première décision, en très grand nombre évidemment ils ont choisi de passer le test donnant droit à 2 heures de crédit. Et ils sont brusquement informés que la raison majeure de cette décision initiale était sans fondement. Vont-ils revenir sur leur décision? Porter leur choix définitif comme ils en ont la possibilité sur le test le plus intéressant, celui qu'ils auraient choisi si dès le départ ils avaient su qu'il ne valait pas moins de crédit que l'autre. Comme on s'en doute, leur réaction ne diffère point de celle de Madame O. Eux aussi persévèrent dans leur décision initiale, et dans une proportion très élevée. En effet, 81% des étudiants avaient choisi le test A avant d'avoir eu connaissance de la baisse du nombre d'heures de crédit, et il s'en trouve encore 61% après. Donc on a une énorme majorité de gens qui restent en fait dans cette optique alors qu'il n'y a aucun avantage, très clairement, aucun avantage. Mais pourtant, comme ils ont pris librement la décision d'aller dans cette direction, ils y restent. Qu'il s'agisse là d'un effet pervers de la décision initiale ne fait pas de doute. La preuve, les étudiants placés dans la condition de décision forcée réagissent de manière très différente. Donc ceux qui sont, on leur a dit vous prenez ça, et pas vous avez le choix, vous prenez ça. Eux par contre ils ont l'impression d'avoir été forcés, et là ça change tout. Ceux-là, contrairement aux autres, étaient très fortement orientés dans leur décision initiale, l'expérimentateur insistant lourdement pour qu'ils se portent sur le test donnant droit à 2 heures de crédit. D'ailleurs tous se portèrent sur le test A, exaucant ainsi les souhaits de l'expérimentateur. Mais lorsqu'ils apprirent que le test A ne leur apportait pas davantage que le test B, ils choisirent cette fois majoritairement, 58%, d'effectuer en définitive le test B, à l'instar des sujets du groupe contrôle, 69%, qui avaient été informés d'entrée de jeu que chacun des tests ne valait qu'une seule heure de crédit. Les résultats sont éloquents. Dans la condition contrôle, 31% choisissent d'effectuer le test le moins intéressant, 42% dans la décision forcée, 61% dans la condition de libre décision. Donc vous voyez qu'en fait, plus vous avez l'impression que vous avez choisi librement, avec un avantage fictif au début, de partir dans la mauvaise direction, on va dire, et plus vous y restez. A contrario, plus vous avez été libre de choisir, et surtout si vous avez eu l'information propre, on va dire, sans qu'il y ait eu de faux avantages, et moins vous êtes susceptible d'aller dans la branche la plus désagréable de décision. Mais ces résultats, s'ils sont éloquents, sont aussi riches d'enseignements. Les étudiants ont donc forcé la main. Les étudiants dont on a forcé la main, la condition de décision forcée, reviennent très facilement sur leur décision lorsqu'ils apprennent que le test qu'ils ont été poussés à choisir n'a pas les avantages espérés.
Ces étudiants ont effectué sous une certaine pression un premier choix qui n'était pas le leur. Dégagés de cette pression, ils se retrouvent alors dans une situation ordinaire de choix, et ils optent donc, logiquement, pour le test le plus attractif. Curieusement, les étudiants les plus manipulés sont ceux qu'on a laissés le plus libres de leur décision initiale, condition de libre décision. Si ces étudiants ont choisi comme les précédents le test A, ils restent quant à eux sur leur choix, persévérant ainsi dans une décision qui n'est plus du tout avantageuse. Pourquoi ? Tout simplement parce que contrairement aux autres, ils ne peuvent qu'estimer que cette décision initiale est la leur et non celle d'autrui. Comme le disent si volontiers les auteurs anglo-saxons, ces étudiants peuvent être considérés comme personnellement responsables de la décision qu'ils ont initialement prise. En somme, une décision ne peut déboucher sur des effets d'amorçage que dans la mesure où elle s'accompagne d'un sentiment de responsabilité personnelle. Nous l'avons vu, lorsque ce n'est pas le cas, condition de décision forcée, les étudiants ne persévèrent pas dans leurs décisions. Tel est donc le phénomène d'amorçage. Ce terme nous semble assez bien recouvrir l'originalité de ce phénomène. Ne s'agit-il pas d'appâter le pauvre diable par une proposition affriolante, afin de l'amener, finalement, à décider de faire ce qu'on souhaite le voir faire ? C'est bon, il n'y a plus de musique. Non, la musique s'est coupée. Normalement, je vous ai relancé la musique, mais elle est encore très faible. Et en l'occurrence, trop faible pour que vous l'entendiez. Allez. Non, c'est bon, ça revient un petit peu. Je vais en profiter pour boire un coup. Ça va, c'est bien. Vous papotez pas trop, donc je sais pas trop si je suis en train de vous endormir, si vous êtes concentré sur autre chose, si vous êtes en train de péter un câble. je ne sais pas trop. Vous êtes vivant, hein? J'espère que oui, hein? Hop. Je reviens là. Yep, mais beaucoup interrompu par mon boulot. Pas de soucis, pas de soucis. Bah, j'espère que ça se passe bien au moins à ton boulot, que t'as pas trop de problèmes, même si t'es interrompu souvent. Je sais pas si on a toujours. Tout à l'heure, il y avait petite Panda rousse. Je sais pas si elle est toujours là, si elle apprécie. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont arrivés entre temps. Bon, je continue. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La stratégie utilisée par les vendeurs des galeries Cordes pour rouler Madame O dans la farine ne montre. Attends, pardon, j'ai raté une phrase. Dans la farine, ainsi que l'expérience qui vient juste d'être décrite, ne montre qu'un aspect du phénomène d'amorçage. Dans un cas comme dans l'autre, la manipulation repose sur une mise en avant par le manipulateur d'avantages fictifs dont le caractère illusoire est révélé in extremis. La lampe n'est plus offerte aux acquéreurs du salon en promotion, le test A ne vaut plus 2 heures de crédit. Et on vous le donne cette information juste avant de vous faire signer. Donc techniquement, on va dire, éthiquement parlant, vous avez toutes les décisions, vous avez toute l'information au moment où vous prenez la décision définitive. On vous a déjà engagé, puisqu'on vous a déjà demandé de prendre une décision, vous êtes venu faire le chèque et compagnie, mais vous ne l'avez pas encore donné, par exemple dans le cas de la vente, et on vous donne toute l'information juste avant que vous donniez. Comme ça, officiellement, dans les faits, vous avez toute l'information, mais comme vous êtes déjà engagé, on sait très bien que vous allez probablement continuer sur la ligne de conduite et donc donner le chèque. Cette façon de procéder peut alors donner à croire que la technique de l'amorçage présente l'inconvénient majeur d'impliquer un mensonge. À coup sûr, le vendeur des galeries Cordiès est un ignoble personnage, puisqu'il parvient à ses fins à la faveur d'un mensonge caractérisé. Quant à Chialdini et ses collaborateurs, nous ne dirons pas qu'ils sont d'ignobles personnages, puisque leurs agissements sont dictés par les exigences de la science, et puisque leur déontologie veut qu'ils informent après coup leur sujet des tenants et des aboutissants de la recherche à laquelle ils ont pris part. Il reste que le mensonge, dans la mesure où il peut être appréhendé comme tel, est susceptible d'engendrer de la rancœur, de l'animosité, en conséquence de gréver l'efficacité de la tentative manipulatrice. Aussi sera-t-on peut-être rassuré d'apprendre qu'il existe une forme moins répréhensible d'amorçage, une forme qui n'implique plus le mensonge, en tout cas plus de mensonge caractérisé. Ici, au lieu de mentir, le manipulateur se limitera à cacher une partie de la vérité. Plus précisément, il s'agira pour lui d'obtenir dans un premier temps, de la part de la personne qu'il souhaite manipuler, une décision avant de l'informer dans un second temps des inconvénients de cette décision. Chialdini et ses collaborateurs, en 1978, furent encore les premiers à tester l'efficacité de cette nouvelle forme d'amorçage. Donc là, comme ils disent, bon,
On a testé un petit peu l'amorçage. On vous a montré. Excusez-moi. On vous a montré ce que c'est que l'amorçage qui. Il y a un chat sous mes pieds. L'amorçage qui consiste en fait à mentir. On vous donne une information et après on vous révèle qu'elle est fausse. Là, on va vous montrer en fait plutôt le mensonge par omission. C'est-à-dire qu'on vous donne certains éléments, mais pas tous. On vous donne certains éléments et on vous rajoute des éléments supplémentaires, en l'occurrence des inconvénients, une fois que vous avez fait l'amorçage. Donc vous avez pris une première décision en ayant certaines informations incomplètes et on va vous redemander de confirmer une fois qu'on vous a donné d'autres informations qui contiennent notamment, malheureusement, des avantages. Et donc, proprement parlé, ce n'est pas un mensonge, puisque vous ne donnez pas une information qui est fausse, vous ne donnez pas tout de suite une information qui est vraie. Donc ça change tout. C'est subtil, hein, mais ça change tout. Imaginons qu'on demande à des étudiants de psychologie de se porter volontaire pour participer à une expérience programmée à 7h du matin, en échange d'1 heure de crédit. Seuls les leftos, bien sûr, accepteront de participer à une expérience aussi matinale. Mais les leftos ne courent pas les rues. De fait, en formulant directement une telle demande, Cialdini et ses collaborateurs obtinrent un taux d'acceptation de 31%. Le recours à de la technique de l'amorçage leur permet d'obtenir un taux d'acceptation de 56%. De 31 à 56%, le gain est appréciable. D'autant plus appréciable que la procédure utilisée ne nécessite vraiment pas la mise en œuvre de grands moyens. Les consignes utilisées par les expérimentateurs fournissent un véritable modèle de manipulation par amorçage. Dans tous les cas, l'expérimentateur téléphonait aux étudiants et leur proposait de participer à une expérience, comptant pour 1 heure de crédit. Dans une première condition, la condition contrôle, il disait d'entrée toute la vérité. Il faisait donc savoir aux étudiants que l'expérience était programmée à 7h du matin, avant de les inciter à y participer. Peut-on prendre rendez-vous pour mercredi, pour vendredi matin, à 7h? Dans une seconde condition, la condition d'amorçage, l'expérimentateur cachait d'abord une partie de la vérité aux étudiants. Il leur demandait cette fois s'ils souhaitaient participer à l'expérience, sans leur faire connaître l'heure à laquelle elle était programmée. Pas difficile en procédant ainsi d'obtenir un oui massif. Ce oui obtenu, il ne reste plus qu'à l'expérimentateur à informer les sujets de la nécessité de se rendre au laboratoire à 7h du matin, en leur proposant le rendez-vous. La condition d'amorçage et la condition contrôle ne se distinguent donc que par l'obtention d'un simple oui. C'est bien, par conséquent, parce que les étudiants de la condition d'amorçage ont été amenés par la manipulation à dire une première fois oui à l'expérimentateur, sans d'ailleurs connaître le fin mot de l'histoire, qu'ils acceptent en plus grand nombre que le sujet de la condition contrôle de se rendre au laboratoire à 7h du matin. Et le phénomène est net, puisqu'ils sont, en définitive, presque 2 fois plus nombreux. Attendez, je suis en train de me faire bouffer le pied par un chat. Tu veux bien lâcher mon pied? Mais... Et dis donc, mon pied il est pas là pour que tu le manges, hein? Ouais. Elle est mignonne, hein, mais elle attaque mes pieds en furtif. J'avais le pied qui pendait de la chaise, et du coup elle s'est allongée en dessous, et il était en train d'essayer de le bouffer. Ce chaton. Elle est mignonne, hein, parce qu'elle est clairement en train de jouer, hein, mais elle est relou. Elle est relou. Donc, je disais... je vais reprendre la phrase parce que je me suis perdu. C'est bien par conséquent, parce que les étudiants de la condition d'amorçage ont été menés par la manipulation à dire une première fois oui à l'expérimentateur, sans d'ailleurs connaître le fin mot de l'histoire, qu'ils acceptent en plus grand nombre que le sujet de la condition contrôle de se rendre au laboratoire à 7h du matin. Et le phénomène est net, puisqu'ils sont en définitive presque 2 fois plus nombreux à accepter de prendre part à l'expérience. Bien entendu, on peut toujours se demander s'il ne s'agit pas là d'une acceptation de pure forme, prononcée au téléphone du bout des lèvres, pour ne pas dire non à l'expérimentateur juste après lui avoir dit oui. Pour le savoir, Cialdini et ses collaborateurs poussèrent l'expérience plus avant. Ils se rendirent au laboratoire à 7h du matin et notèrent le nombre d'étudiants qui s'y sont rendus, eux-mêmes, le jour convenu. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple acquiescement verbal, mais d'une condition effective, d'une conduite réellement coûteuse. L'effet d'amorçage n'en est pas moins fort. 53% des étudiants de la condition d'amorçage, 95% des étudiants de cette condition ayant accepté de participer à l'expérience, contre 24% seulement dans la condition contrôle. 79% des étudiants de cette condition ayant accepté de participer à l'expérience, s'étant réellement présentés au laboratoire à 7h du matin. Ainsi, les étudiants amorcés ne se montrent-ils pas moins disposés à tenir la promesse de participer à l'expérience qu'ils avaient faite à l'expérimentateur, ou si l'on préfère, à respecter leur engagement que les autres.
Au contraire, ces derniers résultats meurent nos intuitions, qui nous auraient plutôt incité à attendre une défection plus marquée des étudiants dans la condition d'amorçage que dans la condition contrôle, dans la mesure où la promesse de participer à l'expérience a été en quelque sorte arrachée au premier, mais pas au second. Des théories de l'engagement, sur lesquelles nous nous arrêtons bientôt, permet toutefois de comprendre cette consistance des sujets amorcés. Les étudiants de la condition contrôle n'ont eu à prendre qu'une seule décision, se rendre ou ne pas se rendre à 7 heures au laboratoire pour participer à l'expérience proposée. Les étudiants de la condition d'amorçage, quant à eux, ont dû se prononcer 2 fois. Une fois avant, une fois après avoir reçu toute l'information. Cette différence permet de saisir pourquoi ces derniers manifestent une consistance dans leur comportement qui ne se manifeste pas au même degré que les autres, ceux-ci pouvant être considérés comme moins engagés que ceux-là. Les considérations théoriques développées dans les chapitres suivants, notamment le chapitre 3, nous éclaireront sur les raisons pour lesquelles 2 ces décisions doivent être tenues pour les plus engageantes qu'une seule. Donc là, en gros, ce qui vous explique, c'est bon, on a fait ce test, donc de amorcer en ne donnant pas toute la première information, et dans un deuxième temps, on donne toute l'information. Et après, ils ont dit bon bah, on va pousser plus loin, on va voir est-ce que là, c'est juste au téléphone, est-ce que factuellement les gens viennent? Est-ce que factuellement tu as les gens qui viennent à 7 heures du matin pour faire l'expérience? Et ils notent les résultats, et ce qu'ils se rendent compte en fait, c'est que ceux qui ont été amorcés, donc ceux à qui on a d'abord caché une partie de l'information avant de leur révéler la totalité de l'information, ils sont plus présents le matin à 7 heures que ceux qui, de base, en ayant toutes les informations, ont dit oui, on sera là. Ils ont un meilleur taux de présence. Et là, du coup, les expérimentateurs se sont dit mais pourquoi? Et leur conclusion, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que dans le cas où tu as eu toutes les informations, tu ne prends qu'une seule décision. Tu as oui ou non, point, c'est fini. Et donc du coup, tu n'as été engagé qu'une seule fois, si tu as dit oui. Là où par contre, dans la condition amorcée, d'abord on t'a donné une partie d'information, tu as dit oui. Ensuite, on t'a précisé les informations manquantes, et on te redemande oui. Et donc tu t'engages 2 fois. Et donc là où dans la première condition, en fait, tu n'as qu'un seul verrou, dans le second, tu en as 2. Ce qui fait que tu es d'autant plus engagé, et donc que tu vas d'autant plus respecter ton engagement. C'est ce qui fait que alors que techniquement on t'a manipulé, qu'on t'a caché des informations, tu vas être plus susceptible quand même de t'y tenir puisque tu t'es engagé 2 fois. Alors que dans la condition de base où tu avais toutes les informations dès le début, tu n'as eu qu'une seule prise de décision et donc qu'un seul verrou, et donc tu es moins engagé, tu es plus susceptible alors que tu t'étais engagé à dire finalement la flemme. Un dimanche à la campagne. Dans la vie quotidienne, les manipulations par amorçage ne sont pas rares. Si ces manipulations peuvent occasionner déboires, tracas, ennuis, elles n'ont heureusement pas la pesanteur existentielle de ces automanipulations évoquées précédemment. À tout prendre, mieux vaut s'encombrer d'un salon rose ou accepter inconsidérément un rendez-vous à 7 heures du matin que de progressivement s'enliser dans les pièges abscons de la conjugalité, de la psychanalyse. Le bouquet étant d'ailleurs d'entrer en analyse afin de mieux supporter les contrariétés aussi banales que celles que vous procurent des achats que l'on regrette ou des rendez-vous que l'on déplore. Ce tacle gratuit de la psychanalyse, alors j'aime beaucoup, parce que moi, encore une fois, la psychanalyse, c'est pas du tout quelque chose qui est très bien dans mon cœur, loin de là. Très 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 loin de là. Mais du coup, ça me fait mourir de rire de voir qu'il tacle, mais il tacle vénère. Alors, vous restez dans votre couple alors que c'est de la merde? Ça fait 20 ans que vous êtes mariés, vous vous supportez pas et vous êtes toujours dans votre couple de cons, hein? Putain, allez, quittez-vous, allez faire votre vie. Alors, vous êtes en psychanalyse depuis 3 ans, 4 ans, 10 ans, ça avance pas. Faut peut-être vous poser la question de pourquoi. Quittez votre psychanalyste, lâchez-le, partez faire votre vie, ça ne sert à rien. Il me tue, il me tue. Il est génial. Ah mon Dieu. Il est vrai que l'on tombe plus fréquemment dans le piège de l'analyse pour tenter de sortir de celui de la conjugalité. Pourquoi la psychanalyse c'est pas bon en fait selon toi? Alors pourquoi est-ce que c'est pas bon? La psychanalyse en fait c'est pas bon parce que ça se base sur des principes très cons et que ça peut être utile parfois dans certains cas très spécifiques, très réduits, mais que le parti pris de base de la psychanalyse c'est quand même que si tu veux tu peux. Tu as tout contrôle sur ta psyché, tu as tout contrôle sur ce que tu ressens, tu as tout contrôle sur ce que tu fais. Alors qu'on sait que factuellement c'est complètement faux. Donc franchement c'est une connerie sans nom. Au bout d'un moment il faut bien se rendre compte que oui, sur certains éléments très spécifiques et très précis, dans certains cas, ok, la psychanalyse peut avoir un effet positif.
Parce que effectivement, dans certains cas, dans certains trucs très 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 spécifiques, et pour certaines personnes qui ont un certain cadre de pensée, un certain fonctionnement, et à qui il arrive certaines choses spécifiques, euh, pour le coup, ils peuvent avoir effectivement du contrôle sur leur propre vie, ils peuvent avoir du contrôle sur ce qu'ils ressentent, et la psychanalyse peut leur apporter le recul qui est nécessaire pour qu'ils puissent du coup se prendre en charge eux-mêmes. Mais pour aider des blocages, des phobies ou quoi, la psychanalyse est nulle à chier dans la grande majorité des cas. Parce que dans la grande majorité des cas, c'est pas parce que tu sais pourquoi ça va pas que ça le résout en fait. Or, ça se base sur ça la psychanalyse. Et en plus, au-delà de ça, dans un point de vue un peu plus méta, la psychanalyse a été développée à la base par donc Freud, elle a été reprise notamment en France par Lacan, et ça reste quand même une base extrêmement présente, et qui le problème de ces gens-là, ce sont des gens qui ont une base patriarcale masculine dégueulasse, qui consiste à te dire que tu as l'homme, la femme, point, que vous êtes défini en fonction de votre sexe, et basta, que si tu es par exemple né femme, tu restes et tu resteras une femme toute ta vie, et que si tu considères à un moment donné que tu es non-binaire, que tu es un homme ou quoi, en fait tu es déviant, ou je ne sais quelle autre connerie du même genre. Donc c'est extrêmement violent, c'est extrêmement régressif, c'est extrêmement conservateur. Enfin, il y a vraiment énormément de problèmes dans la manière dont c'est construit, dont c'est utilisé, dont c'est mis en avant dans une énorme majorité des cas. En France, par exemple, si tu prends les psychologues cliniciens, tu vas avoir une écrasante majorité, peut-être quelque chose comme 70%, 80%, qui sont des psychologues cliniciens, qui en fait sont des psychanalystes, qui font de la psychanalyse. Or, ce n'est qu'un outil, et ça ne doit rester qu'un outil. C'est-à-dire que tu vas utiliser l'outil qui est adapté à ton patient. Et c'est pas la démarche dans laquelle on est. C'est comme si, à un moment donné, donc si on a des blocages, des phobies, autres, on ne peut rien faire. Bien sûr que si, tu peux faire des choses, mais encore une fois, ça va dépendre de ta phobie, ça va dépendre de ton blocage, ça va dépendre de quoi, de comment est-ce qu'il est construit, de pourquoi est-ce qu'il s'est construit, de qu'est-ce qui fait qu'il est toujours là. En fait, ça va dépendre de tellement de choses que vouloir utiliser toujours et systématiquement la psychanalyse pour ça, ça n'a aucun sens. C'est comme si, à un moment donné, t'as un problème dans ton appart, tu vas aller chercher ton garagiste. Bah non, en fait, c'est pas le même problème que si t'as un problème sur une voiture. Si t'as un problème sur une voiture, oui, tu vas amener ça au garagiste. Si t'as un problème dans ton appart, ça n'a pas de sens. Si t'as un problème de plomberie, tu vas pas appeler ton garagiste. Si t'as un problème d'éclairage, tu vas pas appeler ton garagiste. Or, c'est un peu la démarche qu'on a là. C'est que, en fait, on se retrouve, et encore une fois, en France particulièrement, hein, c'est qu'on va utiliser la psychanalyse, mais à vraiment toutes les sauces, alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est absurde. Et au-delà de ça, encore une fois, d'un point de vue vraiment de la construction même de la psychanalyse, c'est un outil qui est extrêmement discutable parce qu'il y a des présupposés qui ne sont pas des présupposés scientifiques, qui sont des présupposés idéologiques et notamment conservateurs. Et ça c'est pas bon en fait, c'est pas bon du tout. C'est comme si tu allais voir un chirurgien et qui te disait alors moi personnellement ma conviction c'est que le cœur il se trouve dans la jambe. Donc vous avez un problème cardiaque, je vais opérer votre jambe. Tu vois, le problème il est que bah ouais, c'est peut-être ta croyance mais ça veut pas dire que c'est vrai factuellement. Et on est un peu là sur ça aussi. Donc quand tu mets tous ces éléments-là en fait côte à côte, ça fait quand même que c'est ultra problématique en vrai. ultra problématique. Le problème n'est pas la psychanalyse, c'est ceux qui la pratiquent et qui ne la font pas évoluer pour s'adapter. Ouais. Si t'as une phobie de la foule, des araignées, des germes, tu fais comment pour savoir quoi faire? Alors moi personnellement, j'avais une phobie, j'avais de l'agoraphobie pendant des années, c'est pour ça que je suis resté enfermé chez moi pendant 3 ans. Et j'ai fait ce qu'on appelle une TCC, une thérapie cognitivo-comportementaliste. Et donc bah, c'est fait partie des outils qui sont accessibles pour des psychologues cliniciens, pour des praticiens, qui peuvent te permettre de résoudre des phobies. En l'occurrence, encore une fois, il faut comprendre comment fonctionne ta phobie. La TCC, ça a marché sur moi, pour ma phobie, ça ne marchera pas sur d'autres personnes pour d'autres phobies. Ça n'aurait peut-être pas marché pour moi sur une autre phobie. Parce que ce qui va compter, en fait, c'est pas que toutes les phobies ne sont pas identiques. Toutes les causes d'une phobie ne sont pas identiques. Là où moi j'avais une phobie de la foule pour une certaine raison, et une phobie une agoraphobie pour une certaine raison, quelqu'un d'autre qui a exactement le même trouble ne l'aura pas pour les mêmes raisons. Et les mêmes outils ne marcheront donc pas forcément. Ou alors il peut avoir la même raison que moi, mais, parce que ça compte, il n'est pas moi. Et donc il n'a pas ma manière de réagir, d'acquérir des informations, d'évoluer en fonction de ces informations, ainsi de suite. Et la TCC ne peut pas être efficace du tout. Mais genre pas du tout. Bien au contraire. Parce qu'en l'occurrence, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementaliste, c'est quelque chose qui est très violent. En fait, la TCC, son mécanisme, c'est tu as peur des araignées? Ok, on va mettre des araignées tout autour de toi. Alors au début, on va te faire en gros, hein, c'est le principe. Hein, on va te présenter à la source de ta phobie pour t'apprendre petit à petit à avoir des réactions physiologiques calmées,
détendu, ce qui va faire que puisque ton corps remarque que ben, ça va alors que tu es à côté de ce que tu estimes être une menace, bah finalement c'est que ça va, donc ton esprit va rationaliser en disant bah si le corps réagit pas c'est que c'est bon, et donc il va calmer la phobie. En gros c'est de l'apprentissage quoi. Et donc du coup ça peut être très très violent. Parce que moi si je prends donc mon agoraphobie, ce qui s'est passé c'est qu'au début, donc c'était dans un bureau fermé, tout bien et tout, on a discuté pour essayer de voir les tenants aboutissants, donc on est arrivé sur le fait qu'il fallait faire une TCC avec ma praticienne, et donc là ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a dit bon bah tu vas commencer à faire des exercices, tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer la foule, tu vas imaginer des gens, t'es pas dedans, t'es dehors et ainsi de suite, et au fur et à mesure tu imagines que tu es dedans. Et puis après elle rajoute une bande son, elle rajoute les bruits de la ville, elle rajoute les bruits d'une foule, et puis après elle te donne des exercices, ça par exemple tu vas essayer de faire une réunion de groupe. Un petit truc, hein, un truc à la con, tu invites quelques amis ou tu vas chez des amis, ou enfin voilà, tu essaies de trouver un cadre dans lequel tu te retrouves dans un petit groupe, et puis après tu continues à faire des exercices, et tu vas t'habituer au fur et à mesure à être présenté à ça, jusqu'au moment où en fait tu es désensibilisé de ta phobie. Encore une fois, ça peut être extrêmement violent. Parce que c'est un processus qui est violent. La TCC est quelque chose où concrètement tu as une phobie, on va te la mettre dans la gueule, on va te l'envoyer dans la gueule jusqu'au moment où tu vas plus réagir, puisque c'est le but. Mais c'est très violent, et ça correspond à certains, ça correspond pas à d'autres. Ça correspond à certaines phobies, ça correspond pas à d'autres. Ça correspond à certaines causes de phobie, ça correspond pas à d'autres. Et pour le coup, la psychanalyse, c'est un peu la même chose. C'est que dans des cas très 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 réduits et très spécifiques, ça peut être utile, mais dans la très grande majorité des cas, ça l'est pas. En gros, c'est pas trouver le psy qui va résoudre ce type de problème, mais trouver quel outil s'adapte le mieux à toi. Oui et non, les deux sont partie prenante. Le problème, c'est que ta relation que tu vas avoir avec le psy est très importante. Très, très importante. Tu ne peux pas faire le même travail, avec pourtant le même outil, avec deux psys différents. C'est pas possible. Il y a une alchimie à avoir dans vos échanges, dans la relation psy et patient, qui est extrêmement importante et qui est nécessaire. Il faut que tu puisses avoir confiance en cette personne. Il faut que du coup tu arrives à avancer, qu'elle arrive à te guider. Et ça c'est très compliqué, c'est très très compliqué, et tous les praticiens ne sont pas possibles pour tout le monde. Et ça veut pas dire que ce sont des mauvais praticiens. Encore une fois, si tu prends, je vais dire un truc à la con, mais tu prends un outil qui est adapté pour tel trouble. Ok. Manque de bol, tu es face à un patient qui a été torturé plus jeune par exemple par sa sœur. Voilà, on va prendre une connerie, hein. C'est vraiment juste pour l'exemple à la con. Tu lui mets une praticienne en face de lui, donc une psychologue, probablement que ça va pas bien marcher. Parce qu'en fait il aura un a priori négatif envers les femmes, parce qu'il se sera fait torturer plus jeune par une femme, en l'occurrence sa sœur. Et vice versa dans l'autre sens. Si tu prends un truc d'ailleurs beaucoup plus courant, c'est que tu as une quantité phénoménale de femmes qui se font agresser, qui du coup notamment se font agresser sexuellement ou autre, qui du coup ont des troubles, forcément, ont des traumatismes, forcément, parce que ça te marque. Si après tu vas les faire se faire soigner, ou en tout cas essayer d'avancer avec un praticien, bah malheureusement, il y a de grandes chances que ça marche pas très bien. Pas parce que le praticien est pas bon, loin de là, parce que tu as plein de praticiens qui sont très très bons, mais juste parce que elle s'est fait bolos la gueule par des mecs à la base. Et donc du coup, avoir une relation de confiance qui s'établit avec un mec, ça va être vachement plus compliqué. Vachement plus compliqué. Or, tu dois pouvoir le faire dans un travail avec un praticien. Tu dois avoir cette relation de confiance, parce que ça va passer notamment pour ça. Ça va notamment passer par ça, plutôt que pour ça. Donc c'est très très important de savoir aussi trouver le psy qui te correspond, pas seulement l'outil. Tous les outils ne sont pas faits pour tout le monde, mais tous les psys ne sont pas faits pour tout le monde. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un psy n'est pas bon. Tu peux avoir des praticiens qui sont tout à fait très bons, mais s'ils n'ont juste pas adapté à tel ou tel patient. C'est tout. Et ça arrive, il y en a plein. Quand tu vas chercher à faire un travail sur un trouble quelconque, tu vas généralement passer par 2-3 praticiens. Parce qu'il faut trouver celui qui est, on va dire, la bonne chaussure pour ton pied, quoi. En gros, c'est le principe. Et tu peux pas faire autrement. Et encore une fois, c'est tout à fait logique et normal. Il y a vraiment plein d'éléments à prendre en compte. Vraiment, vraiment plein d'éléments à prendre en compte. Mais pour revenir du coup sur la psychanalyse, c'est quand même vraiment dans une grande majorité des cas une grosse connerie. Une très très grosse connerie. Mais vraiment, c'est extrêmement problématique. Et comme il l'avait déjà décrit avec le piège abscon, il y a des mécanismes dans la psychanalyse qui sont extrêmement proches du piège abscon, qui te font croire que tu vas dépendre de ton psychanalyste ou de ta psychanalyste, et du coup que tu vas continuer le travail, alors qu'en fait tu ne travailles pas, en fait tu fais du surplace et tu n'évolues pas, tu n'avances pas, et tu ne résoudras pas ton trouble. Ça arrive à certains de se résoudre leur trouble quand même par la psychanalyse, parce qu'encore une fois dans certains cas spécifiques ça peut tout à fait avoir
une utilité, mais dans une énorme majorité des cas, ça l'est pas. Dans une très 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 grande majorité des cas, ça ne l'est pas. Vraiment pas. Ni de près, ni de loin. Voilà, du coup, petit aparté, hein, souris. Du coup, je vais continuer quand même la lecture. C'est que l'amorçage est une technique ponctuelle qui n'implique jamais que l'enchaînement de deux décisions, qui diffère donc dans les escalades d'engagement, ou les autres pièges abscons, qui se déroulent quelquefois sur de très longues périodes et parfois même la vie durant. Aussi, comparativement, les exemples que nous allons prendre maintenant pourront-ils paraître anodins, encore que. Ne nous adressant qu'à des honnêtes gens, nous nous sommes refusés à inciter au mensonge. Notre choix ne s'est donc porté que sur des manipulations n'impliquant guère qu'un simple retard dans l'énoncé de la vérité. Une personne de nos relations, dont nous ne dévoilerons que le prénom, a récemment vécu une mésaventure inénarrable. Inénarrable? Qu'est-ce que inénarrable? Je connais pas ce mot. C'est quoi inénarrable? Je suis désolé, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce que ça veut dire. Inénarrable. Si bizarre qu'on ne peut pas la raconter. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il la raconte si ça peut pas être raconté? Ok, bon bah soit. Bah du coup j'ai appris un mot, voilà. Dans le métro, heureux hasard, elle rencontre un vieux copain de promotion, avec lequel elle éprouve d'abord beaucoup de plaisir à échanger quelques banalités, quelques souvenirs ensuite, entre les stations de Pigalle et de Belleville. Pressée, elle regrette de ne pas pouvoir poursuivre l'échange, et c'est sur les quais que son copain lui propose de lui rendre une petite visite un de ses dimanches à la campagne. Elle accepte volontiers, lui laissant avec enthousiasme son numéro de portable. 2 jours plus tard, il l'appelle. Allô, Ségolène, c'est François. Il se trouve que je suis disponible dimanche. Nous pourrions donc très bien nous voir ce week-end. Pourquoi remettre à plus tard? C'est toujours d'accord? Pourquoi pas, répond-elle, agréablement surprise. La nature est si belle en septembre. Et François d'enchaîner. Réflexion faite, je me demande si je ne pourrais pas arriver dès samedi soir. J'amènerai des brochettes et le dessert. On peut coucher? Parce que évidemment, je ne peux pas laisser ma nouvelle compagne avec les 4 gosses à la maison. Je suis sûr que vous allez vous adorer. Ça ne pose pas de problème. Et c'est ainsi que Ségolène dut supporter 24 heures durant un ancien copain qui passa le plus clair de son temps devant la télé, 4 garnements qui accumulèrent les bêtises et une femme qui, se croyant probablement à l'hôtel, ne rinça pas le moindre verre. Un week-end qui était tout sauf royal. Finissant de nous raconter cette histoire, Ségolène conclut avec amertume. Cette fois, c'est fini, on ne m'y reprendra plus. Nous craignons malheureusement qu'on ne l'y reprenne encore. N'est-ce point elle qui avait essuyé quelques semaines auparavant une déconvenue, qui aurait pourtant dû la mettre en garde? Elle se rendait, jupe, décapotable noire, en Charente-Maritime pour serrer quelques mains à la foire aux livres de Cognac. Alors qu'elle quittait Paris, elle remarqua sur le bas-côté un autostoppeur au physique d'Apollon, qualité à partir de laquelle elle inféra tout de suite qu'il devait être d'un commerce agréable. Aussi freina-t-elle brusquement, sans réfléchir davantage. « Je vais à Poitiers, articule-t-il dans un sourire ravageur. Elle ouvrit son cœur et la portière en guise de réponse. « Mais je ne suis pas seul, poursuivit-il. Je voyage avec 2 copines qui sont allées chercher des cigarettes. Elles vont pas tarder à revenir. » C'est ainsi que Ségolène dut supporter durant 340 km 2 harpies sans gêne et impolies, fumant cigarette sur cigarette. Quant à l'autostoppeur à la plastique de rêve, en même temps que dans la voiture, il entra dans un profond sommeil. La tristitude. Bon, déjà faire l'inférence que parce que t'es beau, t'es quelqu'un de bien, bon voilà, mais hein, ça c'est autre chose. Il ne faut pas dire que cela arrive qu'aux autres. L'un des auteurs se souvient avoir été lui-même lamentablement amorcé il y a quelques années. C'était à l'occasion du mariage d'un collègue qui s'était fait une obligation de l'inviter à ses noces. Et cet auteur se crut à son tour dans l'obligation de ne pas revenir les mains vides. Il décida donc d'acheter un petit quelque chose aux nouveaux époux. Questionnant à ce propos son collègue, il apprit qu'une liste de mariage avait été déposée au 2e étage des magasins Félicité, une chaîne très réputée, au moins sur le vieux continent. Mais vraiment, surtout, ne te crois pas obligé. C'est donc avec l'intention d'acheter un petit cadeau, amusant, mais pas cher, que l'auteur s'y rendit. Il en sortit avec l'article le moins onéreux de la liste de mariage, un aspirateur sans sac d'une valeur de 299 €. Coucou Mosquitux, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On est en train de faire la suite de la lecture du petit traité de manipulation à l'adresse des honnêtes gens.
Enfin, à l'usage des honnêtes gens, pardon. Pas à l'adresse, à l'usage. Ces 3 exemples sont bel et bien des exemples d'amorçage. Chacun implique 2 décisions de la part de l'individu amorcé. La première avant qu'il ne connaisse les conséquences coûteuses de l'acte dans lequel il s'engage. La seconde après qu'il en ait pris connaissance. La notion d'amorçage traduit la persévération de la première décision, lorsque la personne amorcée prend la seconde, cette fois en toute connaissance de cause. Si on peut parler de manipulation, c'est parce que dans tous les cas, la décision finale lui était tout autre si celui qui en est le jouet avait reçu d'entrée de jeu une information complète. En somme, si les protagonistes des anecdotes précédentes avaient su dès le départ à quelle sauce ils allaient être mangés, ils seraient certainement gardés de tomber dans la gueule du loup. Ainsi, pour ne nous en tenir qu'à la dernière de nos anecdotes, l'auteur dont il est question a d'abord pris la décision de faire un cadeau à son collègue, décision qu'il n'aurait jamais prise s'il n'avait pas été invité aux noces. Il a dû prendre ensuite une nouvelle décision après avoir découvert l'existence d'une liste de mariage déposée au magasin Félicité. À ce moment-là, il était encore temps pour lui de trouver une bonne excuse pour se dispenser et de la cérémonie et du cadeau dispendieux. Mais il ne l'a pas fait. L'auteur reconnaît très humblement que s'il avait eu dès le départ connaissance de la liste de mariage, avant donc d'avoir accepté l'invitation, il eût poliment refusé de participer aux noces. On notera que si l'amorçage applique bien une décision, il ne concerne qu'un seul comportement, c'est tout ou rien. Ségolène, par exemple, ne pouvait pas à la fois accepter de recevoir son copain de promotion et refuser de recevoir sa nouvelle compagne et les enfants. De même, elle ne pouvait accepter de prendre l'autostoppeur et refuser de prendre ses 2 amis. Quant à l'auteur, sauf à décliner l'invitation aux noces de son collègue, il ne pouvait qu'acheter le cadeau le moins cher de la liste de mariage, l'aspirateur, donc. Donc voilà, là il vous explique un petit peu par des exemples concrets comment est-ce que l'amorçage, ça peut se mettre en place dans votre vie de tous les jours. Et donc il vous donne des exemples qui sont assez basiques, assez communs. Et ça, encore une fois, vous pouvez réfléchir et vous rendre compte que dans votre vie, il y a plein de trucs équivalents. Hein. Tu prends de la place, boule de poil. J'ai le chaton qui prend toute la place sous mes pieds. C'est ouf. C'est ouf. Hop là, je vais me caler comme ça. Paf, on arrive à la prochaine partie. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, si vous avez des notions que vous voulez que j'explicite un peu plus. Comme tout à l'heure par exemple la goupille avec la psychanalyse, enfin, même sur des sujets annexes qui sont juste évoqués entre les lignes, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour ça, y compris sur YouTube, je le rappelle quand même, on est un petit peu sur YouTube. D'ailleurs en vrai, ça fait 2 heures la VOD, on va peut-être couper par là la VOD, donc première partie de la lecture d'aujourd'hui, et ça s'arrête maintenant. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette lecture, que tu as trouvé que c'était intéressant. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine VOD sur la suite du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et puis voilà, des bisous. Ciao ciao ciao.